was a spectacle. People are just obsessed. Absolute spectacle. The word that we said the most on set, or I said the most, was spectacle. Bon, clairement, Jordan Peele avait des trucs à raconter sur notre addiction au spectacle sous toutes ses formes. Et vous êtes là pour qu'on décortique ça ensemble. Enfin, j'espère. Alors, autant dans le dernier épisode sur Seven, on avait décortiqué ensemble la mise en scène de Fincher, qui était centrée sur le fait de mettre en lumière les aspects de la narration qui renforçaient notre implication en tant que spectateur. Et dans Nope, en fait, ça va être très différent, parce que la mise en scène de Jordan Peele va nous parler radicalement d'autre chose. Pas du tout d'une invasion d'extraterrestres, mais d'Hollywood et de notre société. Alors, promis, ça sera vachement plus clair après. Et même si vous avez détesté Nope, vous allez comprendre comment le film reste intéressant et surtout très actuel. Accrochez-vous, on va retracer ensemble 145 ans de cinéma en un seul film. C'est parti! On va commencer par un aspect un peu plus théorique avant de passer aux éléments plus terre-à-terre et visuels. Mais c'est important pour comprendre de quoi le film parle, donc restez avec moi. Revenons sur la citation de Jordan Peele. The word that we said the most on set, or I said the most, was spectacle. And so that was the starting point for me in a lot of ways of what I knew I wanted to give the audience. And it was a lot of the analysis that I did in thinking about what we were discussing and what we were dealing with. A lot of the analysis dealt with spectacle and this industry and business of spectacle. And when you have that duality, that's a perfect kind of thing for me to tackle, because I love that. I love duality. Parce que oui, dans Nope, Jordan Peele va à la fois nous donner un pur spectacle en tant que film à gros budget en IMAX, et en même temps interroger notre rapport à ce spectacle. Pourquoi nous en avons besoin, et quels sont les aspects qui en sont devenus nocifs. Une idée qui est renforcée par la citation de l'Ancien Testament qui ouvre le film, montrant ce rapport au spectacle qui existe pour ainsi dire depuis la nuit des temps. Et le film ne va jamais nous donner de réponse à ce questionnement, mais il va nous interroger, explorer cet entre-deux, cette dualité entre ce qui offre le spectacle et ce qu'il demande. The audience seems to crave spectacle, but you also encourage us to question spectacle and what people look up to. They're literally looking up to the sky for a spectacle in your film. How are you balancing giving an audience spectacle in Nope and encouraging us to question it at the same time? I think my responsibility is to sort of try and tell the best story I can, try and tell the most, give the audience the best case of immersion, but to also not let myself off the hook as a human being who is guilty of all the sins I'm trying to point out. Et cette dualité entre ce que propose le réalisateur et ce qu'il interroge, on va la retrouver dans tous les personnages, qui sont travaillés à cœur par ce double mouvement. Comme le personnage de Jupe, l'enfant star asiatique qui était donné en spectacle à la télévision, tout autant que le singe Gordy qui l'accompagnait. Une histoire qui s'est pourtant terminée en tragédie, lorsque Gordy a tué la moitié du casting de la série suite à l'éclatement d'un ballon. Et pourtant, plus âgé, Jupe va à son tour exploiter et transformer en spectacle un autre animal, l'alien, en se mettant à nouveau en scène devant un public, dans un décor qui ressemble à s'y méprendre au décor de la sitcom du début, avec les mêmes gradins, mettant en scène sa co-star de l'époque. An old co-star of mine. And my first crush, Mary Jo Elliott, everyone. Yeah. Il semble ainsi répéter le même cercle d'exploitation par le spectacle dont il avait été lui-même victime, en vendant des places pour le musée de son agression. Tout comme les Haywood, les personnages principaux, qui ont eux aussi été exploités par l'industrie toute leur vie, laquelle semble les avoir recrachés pour remplacer leurs chevaux par des images de synthèse. Mais finalement, eux aussi vont doubler ce cercle d'exploitation, en cherchant à tout prix à obtenir des images sur pellicule de l'alien qui a tué leur père. Un autre trauma qu'on exploite pour devenir riche et célèbre. Mais cette façon de coucher un trauma sur pellicule, d'en faire une représentation devant un public, comme Jupe et les Haywood, c'est finalement exactement ce que fait Jordan Peele, qui couche sur pellicule le trauma de son propre rapport à l'industrie et de la communauté afro-américaine qui s'est fait invisibiliser par Hollywood. Donc les personnages dans et hors de la fiction ont la même histoire, un trauma qu'ils revivent pour le transformer en spectacle. Alors, désolé, c'est un peu dense pour une intro, mais on va développer toutes ces idées tout au long de l'épisode, ça va être vachement plus clair, promis, mais il fallait que j'en parle.
Donc cette citation qui ouvre le film montre bien l'idée de boucle qui existe depuis l'Ancien Testament à propos d'actes ignobles qui deviennent du pur spectacle. Ici ça parle de l'anéantissement promis par Dieu de Ninive, la capitale de la Syrie, mais cette citation donne surtout l'idée d'un courroux divin qui promet d'avilir ceux qui, comme l'industrie hollywoodienne, profitent des autres et les exploitent. Ce que reproche Dieu à Ninive dans l'Ancien Testament, et qui est exactement ce qui se passe dans l'introduction, où Gordy avilit et transforme en spectacle ceux-là même qui l'avaient transformé en spectacle. Et à sa façon, Jupe va donc faire la même chose. Il va utiliser cette histoire terrible qui lui est arrivée, où il a failli mourir, et la transformer en parc d'attractions à sa propre gloire, qui porte son nom, Jupiter's Claim. C'est un personnage bloqué dans les références à son propre passé, dont il essaye de recréer l'illusion de la gloire, à tel point qu'il érige un musée à cette période, autant que sa co-star porte un t-shirt avec une photo d'elle-même le jour de son agression, transformant le trauma en spectacle dont il génère du profit. This Dutch couple paid me $50K to come in here and spend the night. Et ce qu'il fait, exploiter un trauma pour le transformer en spectacle, c'est exactement le business plan d'Oprah Winfrey en fait. Cette Oprah qui est citée tout au long du film par les personnages qui veulent réaliser le plan Oprah. The Oprah shot. The Oprah shot? Yeah. Ain't Oprah. Ain't Oprah. Let's go to Oprah. Tous ces personnages qui essayent de justifier leurs actes malgré l'évidence. It's gonna do some good. Huh? I mean, besides the money and fucking fame, right? Il y a ainsi une véritable critique de l'industrie du spectacle qui est devenue omniprésente à Hollywood, surtout avec l'épidémie de Covid, où l'horreur est devenue matrice à spectacle, lequel peut être monnayé. I wrote it in 2020. I wrote it when I was inside my house for a pandemic. We were on lockdown, and the feeling was I was in my phone. Everybody, we were all in our phone watching the most god-awful, things come through this device that has become more indebted to, more that I worship more than anything else in my life, right? So that's the monetization of that obsession to this bad spectacle. That was what was bubbling inside me that came out in this film. Nope est ainsi un des premiers films post-Covid dans sa réflexion, sa conception même, dans notre rapport à la réalité, au monde autour de nous, notre rapport aux autres, à l'image, à la société BFM TV, où tout le monde ne fait que regarder en bas vers son smartphone, alors que Nope nous force à regarder en l'air. Déjà parce qu'il sort littéralement au cinéma et pas sur les plateformes, comme beaucoup d'autres films à cette époque, et surtout parce qu'il est tourné en IMAX, donc sur un écran géant, où on regarde vraiment en l'air tellement l'image est grande. Ce spectacle qui, comme l'alien, semble nous engloutir, dialoguant ainsi avec son propre support. Les personnages sont forcés de regarder en l'air, scruter le ciel, comme ils le font tous sur l'affiche, l'opposé direct de notre société. Comme le dit Jordan Peele, son film déconstruit The turmoil with which the world was in when I wrote this. Et cette transformation de la réalité en spectacle. O.J., un des deux personnages principaux, en est le symbole même. Your name is O.J.? O.J., ce nom qui, juste à travers 2 lettres, a transformé un meurtre, celui de Nicole Brown et Ronald Goldman, en l'un des plus grands spectacles connus en Amérique, où le procès de cette gigantesque star de football américain était retransmis en direct sur toutes les chaînes de télévision. Ce procès est une des origines aux USA de l'horreur qui se donne en spectacle, de la misère des autres qui fait vendre, où la fiction qu'avait imaginée Stephen King dans Running Man est devenue réalité. Pour la première fois, les USA ont été fascinés de façon fictionnelle, à la façon d'un feuilleton se déroulant sur 8 mois, le temps du procès, par quelque chose de réel. Mais le personnage de Jupe ne s'appelle pas du tout Jupe en fait, il s'appelle Ricky. Mais il a choisi le nom de Jupiter, le dieu des dieux, autour duquel tourne le monde entier, croyant que le fait d'avoir été épargné par le singe au début lui donne la légitimité quasi divine de le faire. Sauf qu'on sait pas en vrai ce qui serait passé si le singe n'avait pas été tué. Est-ce qu'il aurait finalement pas tué Jupe ? Est-ce que cette légitimité n'est finalement pas complètement fausse ? Un faux signe de Dieu, comme cette chaussure qui tient toute seule et qui devient un mauvais miracle. What's a bad miracle? They got a word for that. Où Jupe se retrouvait sous cette nappe verte, protégé du regard direct du singe, ce qui l'a peut-être sauvé, mais comme il reproduit exactement la même scène avec un cheval sous un drap vert, prêt à être sacrifié à l'alien. Où ceux qui étaient devant la caméra dans le passé se retrouvent maintenant dans le public, comme sa co-star, maintenant défiguré, transformé en spectacle par le courroux divin qui va lui-même s'abattre sur Jupe dans quelques instants.
comme Hollywood. Il capitalise sur une seule chose et semble la recycler à l'infini toute sa vie, sans jamais créer de matériaux neufs. Rien ne semble original, comme la photo prise de l'alien à la fin reprend en fait le poster du film dans lequel Jupe a joué quand il était petit. La dernière image du film bouclant avec la première, l'histoire de Jupe. Un recyclage qui est aussi contenu dans la structure même de la narration, puisque la même histoire semble répéter 3 fois. Un animal exploité comme un objet qui va réagir comme un animal, de façon instinctive et potentiellement dangereuse. On a ça avec Gordy, avec le cheval du début, et avec l'alien. Tout est déjà contenu en fait dans la scène matrice d'ouverture, que finalement, comme le public, personne ne va savoir lire. Une scène qu'on va conserver sous verre dans un musée, vue à travers un cadre, pour surtout la conserver et la faire tourner en boucle. Parce que cette toile verte à travers laquelle Jupe voit Gordy, on la retrouvera à la fin dans ce tissu vert à travers lequel l'alien voit le ballon de Jupe, dans un contre-champ parfait. Et finalement, l'alien dévore la représentation de Jupe à travers ce ballon, exactement comme Jupe aurait été tué si jamais Gordy n'avait pas été tué lui-même. L'histoire tournant totalement en boucle. L'alien se faisant tuer, explosé, tout comme Gordy. Au moment où un ballon éclate. L'histoire de Jupe montre ainsi le cercle de l'entertainment, qui recycle toujours la même histoire depuis la nuit des temps, répétant celle qui était déjà avant répétée. I mean, we really put on a show? Well, you know they gotta bring us back for the sequel. Tout semble être ainsi une copie d'une copie d'une copie, jusqu'aux personnages principaux qui semblent eux aussi refaire exactement ce que faisait leur père à la virgule près. Did you know that the very first assembly of photographs in sequential order to create a motion picture was a 2-second clip of a black man on a horse? That man was a Bohemian jockey known as Alan Digby. And he's my great-great-grandfather. That man was a Bohemian jockey that went by the name of Alistair E. Haywood, and he is my great-great-grandfather. Et justement, c'est tellement exactement le texte de son père que comme lui, elle parle de son arrière-arrière-grand-père, oubliant un arrière, vu que c'est son père qui parle et pas elle. He is my great-great-grandfather. There's another great-grandfather. Mais en fait, exactement comme Jupe ne raconte pas à O.J. Emerald son histoire à lui de l'accident avec le singe tel qu'il l'a vécu, mais la façon dont Hollywood l'a assimilé à travers le sketch du Saturday Night Live, qu'il a refait à la télévision, l'a recyclé et transformé en spectacle. You haven't seen the Bad Gordy sketch on SNL? I mean, I pretty much nailed it better than I could. It's Catan. He's just crushing it. He is a force of nature. He is killing on that stage. Ce dialogue est extrêmement brutal. Parce que, en racontant ce sketch, qui est donc censé être drôle, Jupe utilise des tournures de phrases qui transforment l'horreur en spectacle. Parce que quand il dit « Gordy a vraiment écrasé les têtes des acteurs, c'est une force de la nature. Et il a vraiment tué des gens. » Tout ça dans un spectacle qui monétise. You know, I usually charge a fee for this. Ce moment me fait vraiment penser à Vidéo Gag, une vieille émission qui montrait des moments de douleur atroces en rajoutant des poètes-poètes pour les rendre drôles, transformer la souffrance en spectacle pour un public. Bonjour, bonjour. Merci, chers amis, de nous rester fidèles, d'être présents au rendez-vous chaque semaine, ça nous touche. Oui, merci Bernard également à notre public d'être venu. Futur motard, voici l'exemple type de ce qu'il faut absolument faire si vous ne tenez pas à la vie. Ah, ça brûle un peu, mais bon, c'est rigolo. Mais transformer la douleur en spectacle, c'est le propre du film d'horreur, sur lequel s'interroge donc Nope, qui explore la société du spectacle, pour reprendre le terme du philosophe Guy Debord. And this industry and business of spectacle, and that there's a magic to it, and something that I've devoted my life to being a part of, and there's also something insidious about it. C'est de cette ambivalence que le film parle, particulièrement à travers le personnage d'Antlers Holtz, ce réalisateur de documentaires qui travaille sur des images d'horreur réelles, des animaux qui en mangent d'autres, quelque chose qui paraît normal, mais qui, une fois transposé à cette créature extraterrestre qui mange des humains, devient une vision d'horreur. Alors que basiquement c'est la même chose, un animal qui en mange un autre. Parce que je rappelle que l'alien c'est pas une soucoupe volante, c'est bien un animal qui a la forme d'une soucoupe volante. Holtz est ainsi un autre personnage qui profite de la souffrance des autres pour la transformer en spectacle. Et cette idée est présente dans le sound design du film, parce que les bruits de vent qu'on entend tout au long sont en fait les cris des personnes hurlant alors qu'elles sont en train de se faire digérer vivantes.
Et ces sons-là ont été créés en demandant d'un côté à des acteurs de hurler comme s'ils étaient dans un grand 8, et de l'autre leur demandant d'hurler comme s'ils se faisaient tuer. Et ce qu'on entend dans Nope est un mix entre les deux, mêlant ainsi horreur et entertainment en un seul son. De façon parfaitement thématique, en rajoutant à ce son de façon métatextuelle le bruissement d'un protège-micro qu'on frotte pour obtenir, comme dit Thomas Flight, l'horreur sonique. Nope pose ainsi la question de la limite entre la fiction et la réalité. Pourquoi entre regarder un film de Cronenberg et regarder une vraie opération, il y en a un qui est plus supportable que l'autre? La violence peut être une catharsis, un exutoire, mais elle peut aussi être un trauma. À quel moment on regarde et à quel moment on se cache les yeux devant un tel spectacle? Et c'est précisément la question centrale du film, parce que ce spectacle vient littéralement vous dévorer si vous le regardez dans les yeux. Je vous rappelle que cet alien ne vous attaque que si vous le regardez. Le regard devenant ainsi l'élément pivot de Nope. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on choisit de ne pas regarder? Qu'est-ce que nous renvoie notre propre regard? C'est ainsi son propre reflet dans un miroir qui terrifie le cheval au début et le fait ruer. Tout passe par le regard, que ce soit le signe de confiance entre O.J. et Emerald, l'absence de regard entre Jupe et Gordy, les yeux des animaux dans le montage de Holtz, les yeux qu'O.J. met sur sa capuche, ou les bonshommes en tube à la fin pour attirer l'alien. Jupe, dans son parc d'attractions nombriliste, appelle d'ailleurs les aliens ceux qui regardent, the viewers. We are being surveilled by an alien species I call the viewers. Qui serait ainsi venu le voir, lui, comme Holt semble persuadé d'avoir mérité de filmer ce plan impossible, et qui en meurt, devenant lui-même un spectacle, sa mort étant filmée par sa propre caméra. Même les musiques du film sont thématiques, comme Sunglasses at Night. Et justement, c'est quoi cette image qu'on voit dans le générique? Ce carré de lumière qui nous aspire? En fait, c'est précisément nous qui regardons droit dans l'œil de l'alien. Cette ouverture carrée qu'est sa bouche, précisément ce qui perd les personnages qui s'y font aspirer et dévorer. Jordan Peele nous dit précisément ça. Qu'en levant nos yeux sur l'écran, on se fait pareillement aspirer par la machine, par l'industrie du spectacle. Et tout le but du film va être de montrer qu'il ne faut plus regarder, mais bel et bien voir. Comme le signe que fait O.J. à Emerald, tout tournant ainsi autour de ce qu'on regarde, ce qu'on consomme, face à ce qu'on perçoit vraiment, en se rassurant, en se disant que ce qu'on fait n'est pas juste pour de l'argent. I mean, besides the money, fuck, we can save some lives. Fuck, we can even save Earth. Right? Le mec à moto à la fin, le journaliste TMZ c'est la plus grosse entreprise de news exclusive de l'industrie, celle qui transforme littéralement la mort en spectacle, parce que TMZ ils sont connus pour avoir annoncé la mort de Michael Jackson bien avant leurs collègues. Ce mec-là est littéralement un miroir, une image pure sans identité. Il est le reflet de notre besoin de spectacle. Et il meurt en demandant son appareil photo pour obtenir le scoop. Nope combat ainsi le spectacle par le spectacle. L'alien meurt en dévorant la représentation boursouflée de Jupe, l'immense ballon à son effigie. Comme le cheval qu'on voyait au tout début a été tué par Jupe, sacrifié à l'alien. Et que Gordy lui-même est aussi tué par Jupe finalement. Parce que c'est bien grâce ou à cause de Jupe que Gordy s'est calmé. Et au moment où il semble montrer son amitié pour lui, il se fait exploser la cervelle. Tout le film n'est ainsi qu'un replay de cette séquence d'ouverture avec Gordy, qui termine par un regard caméra de Gordy, comme le générique après et l'alien qui nous regarde dans les yeux. C'est précisément ce que nous on regarde comme spectacle qui se met à nous regarder nous, inversant notre position de spectateur. Le spectacle se met à se nourrir du spectateur. Ce qui est exactement ce qui se passe dans le ranch de Jupe, où les spectateurs sont aspirés et digérés par ceux qu'ils regardaient confortablement assis sur leur siège quelques instants plus tôt. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans la gueule de l'alien à la fin du générique? Il y a le cinéma lui-même, la toute première image animée de cinéma de l'histoire. Une façon de nous dire que l'industrie du cinéma nous avale, se nourrit de nous et nous recrache après nous avoir consommés jusqu'à la moelle. Exactement ce que fait l'alien. Tout semble ainsi tourner en boucle, le spectacle se nourrissant du spectacle et ceux qui se sentent exploités exploitent à leur tour, tout se mordant la queue. Tout comme Holt utilise aussi les Haywood pour réaliser son rêve d'atteindre le plan impossible. Nope, dans son titre même, nous propose de savoir refuser ce spectacle. Non. L'interroger,
savoir quand le regarder en face ou non. Comme Peele finalement ne filme pas le carnage fait par Gordy ou le visage déformé de la comédienne. Il refuse de nous montrer ce spectacle-là, qui a profité à Jupe, interrogeant donc la notion d'un mauvais spectacle, comme il interrogeait la notion du mauvais miracle. Alors que les panneaux continuent de clignoter « Applause »,« Applaudissez » devant le carnage de Gordy. Un plan qui pourrait pas être plus clair si Peele nous le hurlait au visage. It was a spectacle. People are just obsessed. Ce que nous raconte Jupe est en fait une transposition presque littérale du tout premier paragraphe du livre La Société du spectacle de Guy Debord dont on parlait tout à l'heure, qui avait anticipé le propos de Jordan Peele il y a 55 ans. Toute la vie des sociétés dans lesquelles règnent les conditions modernes de production s'annonce comme une immense accumulation de spectacles. Tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Bon, alors oui, il y a plein de critiques qui ont parlé de Guy Debord à la sortie de Nope, je vais pas être original loin de là, mais c'est important d'en parler quand même pour comprendre ce que Jordan Peele avait en tête. Parce que c'est quoi cette société du spectacle dont il parle? En fait, c'est celle qui nous unit en tant que société à travers le spectacle, qui devient la seule chose que nous avons en commun à travers ces images, ces références qu'on partage tous, et qui forment notre civilisation moderne, bien plus qu'en tant qu'êtres humains reliés les uns aux autres. C'est ce maillage qui fait notre société. Et c'est encore plus vrai de nos jours, alors qu'on est tous à regarder des images la tête baissée sur notre téléphone tout le temps. Et nous sommes esclaves des images, et on se définit à travers elles. Et en conséquence, on est devenus aussi des produits qu'on peut vendre aux différentes corporations publicitaires qui achètent notre espace de visionnage. Dans Nope, tous les personnages sont finalement les rouages d'une grande machine qui dispose d'eux comme des produits, comme les Haywood à Hollywood, comme Jupe qui s'est fait exploiter pour son apparence physique étant la caution asiatique de la télévision, comme Angel est employé par un grand magasin qui vend du matériel d'enregistrement, encore un personnage qui se définit par l'image. Autant que Holtz qui, malgré son ambition artistique, ne cherche qu'à vendre son documentaire, qui profite du choc de la mort de ses animaux pour faire vendre, étant donc partie prenante de cette industrie du spectacle. Nope nous explique que nous aussi nous sommes devenus des produits de consommation, utilisant notre amour des images. C'est déjà ce qu'on avait dans Ready Player One, où le grand méchant Sorrento pouvait utiliser jusqu'à une certaine partie de l'espace visuel des joueurs avant qu'ils fassent une crise d'épilepsie. We estimate we can sell up to 80% of an individual's visual field before inducing seizures. Mais 5 ans plus tard, ce qui avait été montré du doigt comme un grand méchant guignolesque est vraiment arrivé. Je me rends compte quand j'essaye de lire un article qui se trouve dans un micro-espace au milieu de 15 publicités qui essayent de me vendre tout ce que j'ai en stock dans les cookies de mon téléphone. Et je crache sur les films Marvel à chaque fois, mais c'est exactement de ça dont parle Guy Debord. Ces films qui sont remplis de références vides, qui vont faire semblant de nous parler, parce qu'on connaît ces références, et donc faire semblant de nous inclure, sans jamais nous proposer quoi que ce soit de nouveau, parce que la nouveauté pourrait nous effrayer, alors que ce qu'on connaît, ça nous rassure. You look like Mary Poppins. Better clench up, Legolas. Point Break. Ninja Turtle, Footloose, Ark of the Covenant, Maltese Falcon, Star Wars reference, Back to the Future, Star Trek, Terminator, Time Cop, Die Hard. I understood that reference. C'est la base des algorithmes. Si vous aimez ça, vous aimerez ça. Cette société du spectacle va ainsi nous dicter nos besoins, nous transformer en produits, et donc nous aliéner à nous-mêmes en créant une sorte de moule ultime de ce que les gens aiment ou aiment pas, et ne plus leur proposer que ça. C'est ce qu'on appelle les bulles culturelles, et c'est très dangereux. Et comme dit Guy Debord, plus on accepte de se reconnaître dans ces images dominantes, moins on se comprend nous-mêmes. C'est le grand dame de notre société, ou comme je disais dans l'épisode sur Glass, plus on est reliés les uns aux autres, plus on se sent seul. Parce qu'on a l'impression de plus avoir de personnalité propre, on va juste se rapprocher de tel ou tel influenceur et subir sa vision. And following the path of spectacle led me to ask questions about why humanity needs spectacle, why we're addicted to spectacle, which led me right to this theme of exploitation, which runs central in the DNA of the movie. Alors avant de se mettre un peu au truc plus terre à terre, beaucoup ne savent pas, mais Jordan Peele en fait il était comédien avant de devenir réalisateur. C'était une grande star de la télé aux USA, notamment grâce à la série Mad TV, dont il a eu un des rôles principaux pendant 95 épisodes. Une expérience qui s'est malheureusement très mal terminée pour lui, et il a même refusé d'apparaître dans l'épisode des 20 ans de la série. Ce qui s'est passé, c'est que le SNL, donc le Saturday Night Live, l'émission dont Jupe parle dans Nope, qui est l'émission comique la plus regardée aux USA, par laquelle à peu près toutes les stars sont passées, ils ont proposé un rôle récurrent à Jordan Peele pour son incarnation de Barack Obama, ce qui était son rêve le plus fou. Mais les producteurs de Mad TV lui ont refusé en invoquant son contrat d'exclusivité, alors que c'est clairement grâce à Jordan Peele que Mad TV était redevenu populaire. Et donc il s'est fait cracher dessus, en plus d'avoir été utilisé comme un stéréotype vivant.
Yeah, post-it notes, yo. P-note collabo, check it, yo. Yo, when I'm Mac on the track, got my post-it note stack. Nope, post-it notes, baby. Peace. What you talking about, man? Yeah, man. I was just about to go have some sex with this teenage girl I met on the internet right quick. Ce thème de l'exploitation qui forme le squelette de Nope, et qu'il souligne en incluant une couverture de Mad Magazine, le prédécesseur en journal de Mad TV, dans le musée de Jupe. Et en effet, il interroge dans le film le fait d'être mis sur le devant de la scène pour de mauvaises raisons. Comme d'ailleurs il est lui-même souvent mis en avant à Hollywood comme étant le réalisateur noir, devenant lui-même un spectacle. Et donc en creusant, on se rend compte qu'il y a en fait de lui dans un peu tous les personnages du film, où il est à la fois Jupe, qui a été exploité en tant qu'acteur, O.J., celui qui aime profondément ce qu'il fait mais qui a un syndrome de l'imposteur. For so long, I didn't feel like I had a place as a director in this industry. Et Emerald, qui doit faire bonne figure et se vendre à l'industrie, se mettre sur le devant de la scène comme un produit. And I'm Emerald Haywood. I direct, write, produce, act. I do a little singing on the side. Motorcycles, baby. Look, I make a mean grilled cheese if you're looking for crafty. Just holler at me. Tous les personnages du film, en fait, ont été exploités par le système. On a vu que Jupe était la caution asiatique des sitcoms, mais on a aussi Angel, qui a été utilisée par son ancienne copine, une actrice, avant qu'elle trouve mieux ailleurs. She's an actress, model, you know. She booked a pilot on the CW. So, yeah, fucking love me. Tous les personnages ont donc un lien avec l'industrie du cinéma, cette industrie qui est un véritable aspirateur à artistes et qui les recrache une fois qu'ils ont perdu leur utilité. Mais justement, Nope montre qu'à terme, l'industrie s'étouffe sur elle-même en essayant de dévorer le ballon de Jupe, lui-même une représentation d'une représentation, quelque chose de finalement complètement creux et vide. Et en voulant dévorer toujours plus, l'alien, qui représente donc l'industrie, finit par exploser. Jordan Peele nous met ainsi en garde sur la toute-puissance de cette industrie qu'on continue sans cesse d'alimenter, à laquelle on se sacrifie nous-mêmes. Cette industrie à l'autel de laquelle il s'est lui-même également sacrifié, et à laquelle il a réussi finalement à dire non en refusant de rester comédien, de plus être un sac de viande. It's impossible to work in this industry for very long without having scars of moments where you feel like you were exploited or feel like you were infantilized or erased and other things. And much of this is about the violence of attention. Growing up in my career in front of the camera, and understanding the toll that takes on your spirit, and changing my career to be on that side of the camera, and to sort of reconcile that side of it too, the obsession with spectacle. In a lot of ways, this is a reflection of all these different sides of this industry of the spectacle that I've been on. Me trying to be up front with my part in it. There is something to be said about the meta-ness of that all. Et c'est tout le principe du film dans sa dualité. Ça parle de son auteur, de ses personnages, de l'industrie, de notre rapport aux images. C'est du tout en un en fait. Et ce film est l'histoire d'une réconciliation. Parce que cette dualité se retrouve dans les personnages principaux qui semblent deux opposés. L'un totalement introverti. My name is OJ. Et de l'autre complètement extraverti. Mais qui sont en fait les deux faces de leur père. OJ didn't inherit any of his father's charm, and whereas Emerald didn't inherit any of his father's responsibilities. Yeah. But then together they could have run it. Les deux faces d'une même pièce qui se rassemblent à la fin. Cette pièce qui a tué leur père et qui semble ainsi avoir séparé sa personnalité en deux à travers ses enfants. Mais en fait, si on réfléchit au symbole que ça renvoie, leur père est tué parce que l'alien lui envoie une pièce de monnaie dans l'œil. On a une annihilation du personnage et de son regard par l'industrie qui lui envoie littéralement une pièce une fois que vieux, il n'a plus d'utilité. Une idée qui est renforcée par le fait que ce personnage soit joué par Keith David, un acteur qui a eu une carrière incroyable mais qui est boudé depuis une dizaine d'années par l'industrie, justement parce qu'il est vieux. Un acteur qui était promis à une immense carrière quand il était jeune, mais qui a été radié de l'industrie pendant 5 ans après avoir fait son premier film, The Thing de Carpenter. You know, he was in some of the great genre films of all time. I think The Thing, John Carpenter's The Thing was his first. Un film qu'on pourrait rapprocher à de nombreux points de vue de Nope. Parce que, comme les personnages, Carpenter a lui-même été avalé par l'industrie après avoir fait Halloween, qui est resté pendant 25 ans le film indépendant le plus lucratif de l'histoire du cinéma. En voyant ce succès incroyable, Hollywood s'est emparé de lui et lui a fait accoucher de The Thing, qui est son premier film de studio et le tournage le plus éprouvant de sa carrière.
Mais quand le film n'a pas plu au public, Carpenter s'est vu immédiatement annuler les 2 projets qu'il avait en cours avec Universal. Les studios l'ont littéralement bouffé et recraché une fois qu'ils ont vu qu'il n'avait pas bon goût. Et l'utilisation de Keith David n'est absolument pas anodine. Il est, au même titre que le cheval qu'il monte, Ghost, la première victime de l'alien. Ils deviennent donc tous deux, sur nos écrans, des fantômes, ghosts, victimes de cette industrie. Et Jordan Peele nous montre ainsi qu'il est parfaitement au courant que toute contre-culture, toute protestation, même celle qu'il propose, a pour vocation de se faire avaler par la machine, de devenir un nouveau standard construit pour rapporter de l'argent. C'est exactement ce qui s'est passé avec la contre-culture des années 60, qui était super populaire à l'époque, et qui s'est fait pareil, absorbé par la machine hollywoodienne, qui a produit dans les années 70 des films qu'ils n'auraient jamais produits avant, sans pour autant les comprendre. Hein. Mais pareil à la fin du règne de cette contre-culture, lorsque aucun studio ne voulait financer Star Wars, ne comprenant pas l'attrait de ce film pour gamins. Et donc ce qui a commencé comme une aventure radicalement indépendante pour George Lucas est donc devenu le nouveau standard, a été ingurgité par la machine qui maintenant le reproduit. Et c'est la même chose dans Nope, où Jordan Peele sait très bien que même en proposant autre chose, il est quand même partie intégrante de cette industrie qu'il produit, et il sait qu'il va être utilisé. Et c'est quelque chose qu'il développe dans la structure même de son film, où il fait exactement ce que font ses personnages. Risquer le tout pour capturer sur pellicule l'alien, pour créer du spectacle destiné à être vendu. Une idée qui est renforcée par le carton final, qui nous dit de visiter l'attraction Jupiter's Claim à Universal Studios. Et ce qui est fou, et j'y croyais pas, c'est que cette attraction existe vraiment, montrant que la proposition de Jordan Peele qui montre du doigt l'industrie s'est immédiatement fait absorber par elle avant même la sortie du film. C'est surréaliste. I love animals, but they're a real reminder of the existential nightmare of what does it mean to be human. Yeah. And they're a reminder of how we treat anything that doesn't qualify as human. And so there's a very real world horror that animals are trapped in. And I think they probably, in some ways, they symbolize something very bad about us. And that's what my movies are about. Nope va ainsi relier de façon très forte la façon dont on traite les animaux comme des choses, ces êtres qui pourtant ont des émotions, comme ce cheval qui rue lorsqu'on ne suit pas les règles de sécurité les plus élémentaires. All right, let's get into some safety precautions while we're on set, shall we? What are we doing here? Hey! Autant que Gordy réagit simplement à un ballon qui explose. Et l'alien qui essaye juste de se nourrir. On a cette idée de l'imprévisibilité des animaux avec la figure de la menthe religieuse, qui se met pile sur la caméra lorsque Angel et les Haywood veulent tout contrôler, tout maîtriser. Mais on peut jamais contrôler la nature ni les gens. Comme ils essayent de dompter l'alien, mais on ne dompte pas un prédateur sans prendre des risques. Renvoyant à tous ces prédateurs dont Holtz regarde inlassablement les images, et donc à sa propre mort, croyant que parce qu'il avait filmé ses prédateurs, il pouvait les contrôler. Nope souligne ainsi cette façon dont l'industrie traite les animaux comme elle traite les minorités et les petits métiers du cinéma, les invisibles, comme des sacs de viande dont elle peut disposer. Il y a énormément de choses cachées dans le film. Jupe qui se cache sous la table, les gamins qui se cachent dans la grange, l'alien qui se cache dans les nuages, les moments où il faut cacher son regard, baisser les yeux, ça renvoie énormément à ces invisibles, ces seconds couteaux qui prennent ici le devant de la scène, comme Michael Wincott et Keith David, qui sont d'immenses seconds couteaux d'Hollywood, mais qui n'ont jamais eu de premier rôle, alors qu'ils ont eu respectivement 66 et 353 rôles au cinéma et à la télévision pour Keith David. C'est énorme, mais personne connaît leur nom à part certains cinéphiles. Le but étant ainsi de mettre en lumière ces métiers et ces gens qui passent souvent au second rang, qui se font exploiter par le système, et leur donner un nom. Et c'est littéralement ce que fait Jordan Peele, en donnant une identité au cavalier de la toute première image animée de l'histoire. Ce cavalier photographié par Edward Muybridge, qui est resté anonyme, alors qu'il est le tout premier acteur de l'histoire du cinéma quand même. Now I know you guys know Edward Muybridge, the grandfather of motion pictures, who took the pictures that created that clip. But does anybody know the name of the black jockey that rode the horse? And there is literally no record of him. Le pire dans cette histoire, c'est qu'on connaît le nom de tous les chevaux chronophotographiés par Muybridge et de tous les jockeys blancs qui ont participé à l'expérience, mais pas du seul jockey noir. Et de la même façon, tout le monde à Hollywood semble avoir réussi à se faire un nom. Ladies and gentlemen, Miss Bonnie Clayton on set. It's a legendary cinematographer Antlers Holst. Ce qui est renforcé par le choix d'Oz Perkins pour jouer le rôle du réalisateur Finn. Oz Perkins, c'est le fils d'Anthony Perkins, qui jouait donc Norman Bates dans Psychose.
et dont le père lui-même était aussi un acteur qui a joué au début du cinéma dans le muet, dans le Scarface de Howard Hawks et même dans le premier A Star is Born. Même par l'utilisation de ces acteurs, Jordan Peele donne cette idée de deux lignées parallèles dans l'industrie du cinéma depuis ses origines, mais une dont on se souvient, alors que l'autre semble complètement invisible. Take a look at all of that. Ben, this is OJ, our horse trainer. You remember these guys from Flashpoint? Yeah, hi. You're lost, nobody. En fait, dans le film, les gens semblent s'intéresser beaucoup plus aux chevaux qu'aux Haywood, parce que tous les chevaux ont un nom. Wrangle a chestnut horse named Trigger. What's the horse's name? Lucky. Lucky. Alors qu'ils sont les descendants du tout premier acteur, 145 ans plus tard, les Haywood sont toujours les gars des chevaux. Sorry, I got the horse guy talking to me too. What's up? Where's the other guy? The scene guy? Dude, I guess we're stuck with Junior. No. Yeah. Okay. Fuck. Et en fait, si on prête attention au nom, chaque carton qui ouvre chaque chapitre du film est le nom d'un animal qui meurt dans ce segment. Le film humanise ainsi ces animaux, ou au moins leur donne un nom, une identité avant de les faire mourir. Ce qui est le cœur symbolique du film, qui remet ainsi sur le devant de la scène les anonymes destinés à être transformés en spectacle au moment de leur mort. Littéralement, puisque chaque animal qui meurt devient un spectacle. Le seul animal nommé qui ne meurt pas d'ailleurs s'appelle Lucky, chanceux, une autre façon de faire entrer le méta dans la fiction. Et de la même façon, le chimpanzé tueur n'a lui-même pas de nom. Comme le cavalier, c'est juste un des chimpanzés qui joue Gordy. One of the chimps that plays Gordy just hit his limit. Tout tourne autour de cet anonymat qui est sans arrêt mis en lumière. C'est là qu'on se rend compte que Jupe voit tout à l'envers en fait. Il pensait avoir un lien avec Gordy, mais Gordy n'est qu'un concept. Il n'avait pas de lien avec ce chimpanzé qui était juste dressé à lui faire des fist bumps et qu'il avait peut-être d'ailleurs jamais rencontré avant. Comme les métiers invisibles du cinéma, il est totalement interchangeable, utilisé non pour qui il est, mais ce qu'il représente, une coquille vide, autant que Jupe était le gamin asiatique. Finalement éclipsé par les autres stars de la série. Et c'est montré par le fait que le cadeau qu'il fait à Gordy pour son anniversaire, qui semble venir du fond du cœur, et dont on connaîtra jamais le contenu, est totalement éclipsé par l'énorme cadeau que l'autre enfant, caucasienne évidemment, fait à Gordy. Et qu'est-ce qu'il y a dans son cadeau à elle? Du vent, des ballons. Une métaphore de tous ces personnages qu'on utilise pour leur apparence extérieure sans se demander ce qu'il y a à l'intérieur. Ces ballons, comme tous les personnages du film, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, une vraie pub Benetton, qu'on jette une fois qu'ils ont éclaté, comme Gordy. Mais aussi exactement comme le père d'OJ, qui pourrait également représenter un ballon auquel l'industrie jette la pièce et qui tombe à terre crevé comme le ballon du début. On pourrait considérer ce film comme une sorte de revanche des ballons, où cette citation du début « Je jetterai sur vous l'opprobre, vous rendrai vil et vous transformerai en spectacle. Oh » Cette phrase pourra en fait être dite par le chimpanzé qui joue Gordy. Parce que c'est finalement ce qu'il fait en se rebellant contre ceux qui ont fait de lui un spectacle, au moment où son cadeau éclate. Il pète un plomb et transforme cette petite fille elle-même en spectacle. Ces ballons multicolores qui explosent juste avant que le singe n'attaque, le calme avant la tempête, renvoient évidemment visuellement à tous ces bonshommes ballons de la fin, dont l'alien voit les yeux, et qui pareillement se dégonflent juste avant l'attaque, dans un même calme avant la tempête. Ces bonshommes qui, comme les ballons, sont eux aussi uniquement du vent. Et si on part du principe que l'alien représente l'industrie, elle pourchasse finalement du vent, et elle s'étouffera sur le ballon de Jupe, lui aussi plein de vide, parce qu'elle en veut toujours plus grand, toujours plus spectaculaire, tentant d'absorber tous ceux qui la regardent. Mais en fin de compte, elle aussi n'est qu'un ballon, et ne contient que du vent, explosant comme le ballon du début, bouclant à nouveau la boucle, mourant par là où elle a péché. Donc d'un côté, oui, c'est l'industrie malfaisante, mais cet alien est en même temps un autre animal qu'on exploite et qu'on tue pour du spectacle, comme un ballon. Une dualité dont parlait Jordan Peele qui entraîne un questionnement de fond sur qui est vraiment à l'origine de cette boucle. Parce que, comme on l'a dit, les Haywood vont également reproduire cette boucle d'exploitation. Il faut pas oublier qu'OJ vend ses chevaux à Jupe pour garder son ranch à flot. Et que derrière, Jupe va sacrifier ses chevaux à l'alien. OJ utilise donc ces animaux comme une marchandise. What do you think it says about exploitation, and what did you want it to say about exploitation? You know, I don't know what I wanted to say about it, but I did know that that was the theme. C'est une réflexion typique de Jordan Peele où il y a finalement jamais de gentil ou de méchant dans ses films. Exactement ce qu'on avait pour le Candyman 2021 de Nia DaCosta, dont il était producteur et scénariste.
et qui est la morale de son deuxième film, Us, où ce peuple souterrain qui en a refusé la surface vient reprendre sa place sur Terre. Mais est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Tout est toujours cyclique chez Jordan Peele, parce que c'est le propre de l'humanité, cette répétition infinie de l'histoire, comme le montre à nouveau le carton d'ouverture, une répétition qui date de la nuit des temps. Comme O.J. est une répétition de son père, puisqu'il porte le même nom. La droite américaine adore taxer son cinéma de woke, les gentils noirs contre les méchants blancs, alors qu'il suffit de se pencher 2 secondes pour comprendre que c'est beaucoup plus complexe que ça. Comme l'histoire des ballons qui explosent par exemple. Parce que c'est bien l'explosion des ballons qui met le singe en colère, outré d'avoir été ainsi floué par du vide. C'est une façon purement visuelle de montrer à quel point on peut mettre les gens dans une boîte à travers ces cadeaux vides. De la même façon qu'O.J., à travers son nom, Your name is O.J.? renvoie au fait qu'on juge les gens qu'avec des préjugés. Qu'on juge quelqu'un qui est noir, ou qui est gros, ou qui est gay, ou qui est trans, sans savoir qui est cette personne. Exactement comme les gens jugent quelqu'un qui s'appelle Kevin, ou dans le cas de Nope, quelqu'un qui porte le nom d'un assassin, O.J. Simpson. Et ce questionnement sur la représentation va jusque dans la conception même du film, puisque Gordy est littéralement une image. Il est fait entièrement en image de synthèse, poursuivant les interrogations du film sur cette façon de représenter le réel par des images de synthèse. Gordy devient donc lui-même cette enveloppe vide et immatérielle sur laquelle on peut projeter tout ce qu'on veut, qu'on peut asservir à loisir parce qu'il est littéralement une image modelable. Tout comme l'alien est lui aussi finalement une image de synthèse, qui s'étend jusqu'à devenir un immense drap blanc, la métaphore parfaite de l'écran de cinéma sur lequel on peut également littéralement projeter tout ce qu'on veut. Je répète depuis le début, mais toutes ces histoires sont intrinsèquement liées les unes aux autres, comme l'alien qu'ils ont appelé Jean Jacket est finalement imprimé sur la veste en jean rouge de Jupe, une autre Jean Jacket. Jupe qui raconte que son trauma avec Gordy a duré 6 minutes et 13 secondes, puis raconte qu'il a rencontré pour la première fois cet alien à 6h13. That at 6:13 p.m., I see a flying saucer. Les deux histoires étant à nouveau liées, cette fois par les chiffres 6 et 13. Bon alors, j'ai fait une recherche des versets de la Bible 6.13, et le seul 6.13 qui existe dans la Bible, c'est Éphésiens 6.13 qui nous dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Bon, c'est une thématique sur le fait de résister et lutter, mais pas sûr, donc je pose là. Bon. En tout cas, le 6.13 lie à nouveau les intrigues, qui sont pour la 30e fois exactement les mêmes, visuellement ou narrativement, intrinsèquement liés par plein de petits éléments. Comme cet abat-jour au premier plan dans la scène de Gordy a finalement exactement la même couleur et la même forme que l'alien, circulaire avec un trou au milieu, liant à nouveau les histoires. Comme l'histoire d'Angel qui travaille dans un magasin d'électronique qui a pour enseigne une soucoupe volante. Ce personnage dont le nom est Angel, qui, comme un ange gardien, veille sur eux grâce aux caméras de sécurité. On peut aussi remarquer que les gens au show de l'alien de Jupe sont habillés avec exactement le même vêtement jaune qu'avait Gordy pendant l'attaque. On peut aussi lier les personnages par leurs noms composés, O.J. Otis Jr., J.J. Jean Jacket et R.J. Ricky Jupe. Les histoires de Jupe et O.J. sont en fait exactement les mêmes, tous deux liés à un animal qu'ils aiment profondément, avec qui ils ont un lien, mais qui peut devenir dangereux s'il est exploité. Deux animaux qui finiront justement tués littéralement par l'industrie, Gordy directement sur scène, et le cheval dévoré par l'alien qui représente l'industrie. Et ces deux personnages gardent chacun un souvenir de ce trauma, la chaussure pour l'un et la pièce pour l'autre. Et de la même façon, Jean Jacket est lié à O.J. qui dit Jean Jacket étant également littéralement une bouche géante qui se nourrit. D'ailleurs, la forme de Jean Jacket reprend exactement la forme du chapeau de Jupe au moment où celui-ci le montre en spectacle, comme s'il était lui-même ce qui sortait de la bouche de Jean Jacket, le spectacle qui se donne en spectacle, qui se donne en spectacle, l'exploité qui exploite un autre exploité, un télescopage infini des métaphores, renvoyant la nature des stars dans l'industrie, qui sont devenus des objets médiatiques, exploités, sans qu'on se rende compte que ce sont de vraies personnes. Sometimes it's easier for you to be the projection everybody wants you to be than it is for you to resist and fight that every day. I resist. Yeah, I resist. But you also know that the resistance is painful. So then after a while, how many layers and masks and shells are you living behind? And I'm entering into like
15 layers of like a bodysuit right now. Yeah, I view Jupe in that way. The nuances that you play in the scene where we're in that room, and the music underlay that you put, and the juxtaposition of what you're performing in the moment and what's actually happened in the past, it is so spooky and perfect. Haunting. In so many ways, because it's like, man, and she relates because she's performing it. Yeah, and what's cool about everyone's character is that they're all conscious of it too. On peut d'ailleurs remarquer que l'alien n'existe littéralement pas tant qu'il n'a pas été pris en image, qu'il n'a pas été vu. Il est caché tout en étant visible. C'est ce nuage-là qu'on nous montre dès le début, qui est immobile et auquel on ne prête pas attention. Même le mec de TMZ à la fin dit que la vallée est invisible sur Google Maps. Un plan où la caméra de Jordan Peele est étrangement invisible sur ce casque miroir. Être invisible, c'est le drame de la vie d'OJ et d'Emerald, qui luttent pour qu'on les voie. Et c'est traduit visuellement par Jordan Peele, qui fait faire à Emerald son speech qui hurle « Regardez-moi » alors qu'elle est habillée d'un pull vert sur fond vert. Des couleurs qui sont littéralement invisibles dans l'industrie, destinées à être supprimées et remplacées par des effets spéciaux, comme leur cheval lui aussi est remplacé et que eux deviennent obsolètes. Ils sont donc finalement aussi invisibles que l'alien. Et le film va avoir pour but de les remettre sur le devant de la scène, autant qu'eux vont avoir pour but de mettre l'alien sur le devant de la scène. OJ est d'ailleurs le seul à voir sa sœur, qui a eu comme cadeau d'anniversaire, encore un anniversaire raté qui contient que du vent, renvoyant donc évidemment comme d'habitude à la scène avec Gordy. Donc Emerald a eu pour cadeau d'anniversaire de pouvoir s'entraîner avec son cheval Jean Jacket, dont l'alien porte le nom. UFO, alien entity, or whatever the hell you want to call it. Jean Jacket. Call him Jean Jacket. Quelque chose qui n'est pas du tout anodin. Ce Jean Jacket que l'industrie lui a pris. Et OJ est le seul à voir sa peine, à la voir elle, alors qu'elle semble invisible aux yeux des autres, l'industrie profitant de ce qui lui appartient. I distinctly remember standing right here at this window watching y'all train my horse. My horse. Et le but va être de se réapproprier ce jean jacket qu'elle n'a jamais pu dompter, bouclant ainsi son histoire à elle dans une répétition figurée par ces vinyles qui tournent en boucle. Ou plutôt en fait une réappropriation de ce trauma à travers une répétition de l'histoire. Ou ce trauma originel avec Jean Jacket qui avait été retiré à Emerald pour pouvoir tourner Le Roi Scorpion et qui n'a finalement pas servi au film. It was Scorpion King actually. It wasn't a western. Ended up using camels anyways. Et ils vont rejouer cette scène littéralement, puisque OJ porte à ce moment-là le hoodie du Roi Scorpion. Et qu'il refait exactement le même geste face à Jean Jacket l'alien que celui qu'il avait fait enfant face à Jean Jacket le cheval. Emerald va enfin pouvoir dompter Jean Jacket, ce qui lui avait été avant refusé. Comme nous spectateurs, elle reconquiert sa place au sein du spectacle. Comme nous, de celle qui se fait bouffer par l'industrie, elle réalise sa propre image à elle, en même temps que Jordan Peele se réapproprie l'image de Muybridge en la recréant dans les derniers plans de son film, dans un cadre dans le cadre. OJ étant devenu lui-même une image de cinéma au même titre que son aïeul, ni vivant ni mort, résultat d'un souhait fait par sa sœur dans un puits au souhait. Le film comme ses intrigues se mordent la queue, terminant là où le cinéma commence, dans une boucle où les spectacles deviennent des drames, qui deviennent à leur tour des spectacles, qui engendrent d'autres drames, jusqu'à ce que quelqu'un enfin brise la boucle en proposant un nouveau départ. Et c'est exactement ce que proposent les dernières images, en revenant à la toute première image de cinéma. Recommencer la boucle, mais sans partir sur les bases de l'asservissement de ceux qui sont à l'écran, animaux, minorités, acteurs. Et donc dans cette boucle, ou plutôt malgré cette boucle, il y a eu une progression par réappropriation, mise en lumière des oubliés, Jordan Peele mettant enfin sur le devant de la scène le tout premier acteur de l'histoire. To address and to name that person, in a lot of ways, this film is the sequel to that, the sequel that was needed, the reboot of that original film, in which we acknowledge the erasure, we acknowledge the exploitation. Tout est une histoire de trauma liée à un cheval. Autant ce trauma d'Emerald que celui de tous les Afro-Américains face à ce cavalier anonyme. Parce que les minorités, comme les petits métiers du cinéma, ont eu tendance à se faire invisibiliser. Et ce film a pour but de les remettre sur le devant de la scène, comme il fait des personnages principaux du film, des Afro-Américains, un Latino et un Asiatique. Et c'est bien pour ça finalement que le film s'appelle Nope, parce qu'il est le signe d'un refus. Un refus de conformité, un refus d'aller de l'avant avec des œillères, dire non à Hollywood tel qu'il se profile pour le redéfinir entièrement,
Rappelant ainsi que les Afro-Américains, bien qu'invisibilisés par Hollywood, ont été là aux origines de ce pays et représentaient le quart des cow-boys. Quelque chose qui est montré par l'affiche de Buck and the Preacher avec Sidney Poitier et Harry Belafonte, qui vient tout juste de nous quitter d'ailleurs, et qui trône chez les Haywood. C'est le tout premier western mettant en scène un cow-boy noir. You know, I think this film, you know, more than anything is about the Hollywood mythology of the Wild West. And not only the sugarcoating of the barbarism of it, but you know, the erasure of the black cowboy and at all is all wrapped up in this movie. So in a lot of ways, this movie is, you talk about in terms of the media, a lot of ways it's about Hollywood. Et le paparazzi de TMZ est d'ailleurs crédité au générique sous le nom de Ryder Muybridge. Un autre Muybridge qui va prendre les images du travail de ces gens, les transformer en spectacle sans les créditer ou demander leur nom. Un autre miroir circulaire brandi par l'industrie sans se soucier des conséquences. Systématiquement dans tous ces films, Jordan Peele parle de son pays et le déconstruit, souvent de façon purement visuelle, comme ici dans Get Out, regardez, il forme le drapeau américain, là bleu avec des rayures rouges et blanches. Jean Jacket et Gordy sont deux animaux, exploités exactement de la même façon. Deux histoires qui semblent complètement déconnectées l'une de l'autre, mais à travers elles, Jordan Peele force le spectateur à ne pas ingurgiter passivement son film, mais à tisser ses propres liens, de faire l'effort intellectuel de comprendre comment les deux s'articulent. Il nous force ainsi à ne pas prendre le film comme du pur spectacle, mais nous fait prendre part à la narration, nous force à nous interroger sur ce qu'on est en train de regarder. Nous aussi, en fait, de nous réapproprier notre place au sein de l'industrie. Et c'est justement le plus gros reproche que le public a fait à Nope quand il est sorti, parce qu'il voulait que justement tout leur tombe tout cru dans la bouche sans faire d'effort. Ce qui est exactement le contraire de ce que nous demande de faire le film, qui nous demande donc directement de remettre en question ce qu'on voit, et surtout comment l'industrie nous le fait voir, où les images qu'elle véhicule ont remplacé la réalité. On en revient au maillage des références qui faisait la société du spectacle, et à l'invisibilisation des cow-boys noirs, où l'image qu'a véhiculée Hollywood a finalement remplacé la réalité. Il y a à travers ce film une vraie réflexion sur le fait de faire du cinéma pour la télévision et les plateformes, en opposition radicale avec le cinéma en salle, donc devant un public, surtout qu'il a été écrit et tourné pendant l'épidémie de Covid-19, au moment où on pensait que le cinéma en salle était en train de mourir. Et le fait de l'avoir filmé en IMAX est une façon de créer un type de visionnage particulier au cinéma qui serait totalement impossible d'avoir devant notre télévision, dans notre salon, à moitié sur notre portable. Une idée qui vient directement de la radicalité du directeur de la photo qu'a approché Jordan Peele, Hoyt van Hoytema, qui dans un entretien à Collider répond ainsi à la question de savoir comment, avec l'IMAX, il prenait en compte les gens qui regarderaient leur film dans 10 ans sur une télé. Je cadre uniquement pour l'expérience au cinéma. En effet, et tout du long je lui ai répété, Hoyt, on doit penser que 99% des gens qui vont voir le film vont le voir sur sur leur putain de téléphone. C'est leur problème. Exactement, ils se retrouvent perdants. Et cette idée était donc intégrée à l'ADN de ce film depuis le tout début, une idée qui a germé alors que l'expérience en salle semblait menacée. Et main dans la main, Jordan Peele et Hoyt van Hoytema ont développé une réflexion au fur et à mesure de la conception de leur film à propos de quelles séquences devraient être tournées en IMAX et quelles autres devraient être tournées en pellicule normale. Parce que l'IMAX ça coûte très très cher, hein. C'est une pellicule qui est grande comme ça, c'est du 70 mm, alors que le 35 mm, ça fait 35 mm. Donc on tourne jamais tout un film en IMAX, seulement les séquences spectaculaires, comme le fait Christopher Nolan depuis The Dark Knight. Au départ, il s'était dit qu'il tournerait que les séquences d'attaque de l'alien en IMAX, mais au fur et à mesure, ils ont décidé de tourner également la séquence avec Gordy en IMAX, pour les mettre en parallèle de façon totalement métatextuelle, transformant ce moment en spectacle immersif. Nous forçons donc à nous interroger sur le lien qui existe entre les attaques de l'alien et l'attaque de Gordy. On a donc des scènes intimes qui sont filmées avec un format normalement utilisé pour le grand spectacle, interrogeant ainsi notre rapport à ce qui est ou non un spectacle. Et de la même façon, les scènes de digestion du public de Jupe dans l'Alien sont elles aussi filmées en IMAX, poursuivant cette même idée où l'horreur et la torture prennent le format, littéralement le format du spectacle. Et cette idée de questionnement sur le format est continue dans le film, puisque la bouche de l'alien à travers laquelle le spectateur se fait aspirer dans le générique a exactement le format IMAX. Ce format quasiment carré en 1:375, ce format qui sera inscrit plus tard littéralement sur notre écran. Une image IMAX dans une image IMAX. À nouveau cette idée de boucle infinie d'un spectacle qui se donne un spectacle et s'interroge sur la façon même dont est fait ce spectacle.
Un film où le réalisateur s'évertue à capturer l'impossible dans un film où les personnages, eux aussi, essayent de capturer l'impossible. Well, we're looking for the impossible shot. Very early on, there's a very meta aspect to this film. This idea of capturing, how far can we go to capture this impossible, capture the impossible shot, and I came to Hoyt. Le film est éminemment méta, puisque tous les personnages mettent en commun tout ce qu'ils connaissent de l'industrie. Holtz comme directeur de la photographie, Angel comme fournisseur de l'équipement, Emerald qui fait les cascades, et O.J. comme dresseur de chevaux. Exactement comme une équipe de tournage, établissant le planning de tournage, la position des caméras, qui a quel rôle, qui est devant ou derrière la caméra. En fait, Jordan Peele réalise un blockbuster à propos du fait de réaliser un blockbuster, de ce que ça implique et de l'ambivalence de sa position, réfléchissant perpétuellement sur la façon dont il construit son film, qui, découpé en séquences d'une vingtaine de minutes, avec chacun un carton, reprend un découpage à la façon sitcom, en épisodes, avec chacun un titre, renvoyant à cette sitcom du début, qui avait elle aussi un format carré qui renvoie à celui de l'IMAX. Tout ça pour capturer l'image d'un monstre qui est également le monstre de notre fascination pour le spectacle. Parce que si l'alien représente l'industrie du cinéma, comme l'a fait Jordan Peele pour faire ce film, il faut s'en approcher au plus près, s'y confronter afin d'en tirer des images. S'y confronter au risque de se faire aspirer et dévorer par cette industrie. On a la même idée donc de part et d'autre de l'écran, c'est beaucoup trop cool. Mais en même temps, vous savez que j'adore le méta. Et en plus, c'est littéralement dit par le réalisateur dans le film. Jordan Peele et son directeur photo réalisent un film à grand spectacle pour Hollywood, et en même temps un film pour eux qui interroge tout ça. Mais si on y réfléchit, tout renvoie en fait à cette scène matrice qui ouvre le film, renvoyant donc à ce clip qui est la matrice du cinéma, qui ouvre le cinéma, les images de Muybridge. Donc cette scène qui ouvre le film est étrangement filmée par des caméras Panavision à pellicule, ce qui n'est pas anodin parce qu'il n'y a aucune sitcom jamais qui a été filmée en pellicule en Panavision 35 mm. Elles étaient filmées en vidéo directement. Ces bobines dont la couleur, la forme et ces deux ronds noirs renvoient à s'y méprendre au masque d'alien vendu par Jupe et porté par les enfants du ranch, qui sont, exactement comme les caméras, au nombre de 3. Et où la dame qui les accompagne a un costume bleu et jaune exactement aux couleurs de la pièce où était tournée la sitcom. Des costumes qui sont vendus avec un bas très simiesque, renvoyant donc évidemment à Gordy, où les aliens sont donc figurés comme un singe avec une tête de caméra, un hybride parfait entre les trois métaphores de Peele. Cette idée de figurer la pellicule et les caméras à l'écran est omniprésente à travers le film, où on va assister de façon insistante au changement de pellicule de la caméra IMAX et où le magasin laisse échapper un ruban de pellicule qui en sort, une image qu'on va retrouver partout, que ce soit dans les fanions qui sont attachés au faux cheval et qui sortent de l'alien dans le ciel, ceux que déploie O.J. sur son cheval, ceux qui dépassent de son camion, les rubans de police sur Emerald à la fin, ceux qui sont dans la scène de Gordy et qu'on retrouve encore sur le ballon de Jupe à la fin. Un ruban de pellicule qu'on retrouve aussi dans le logo des Haywood. Des banderoles qui font à nouveau tourner ces couleurs de l'arc-en-ciel dont on parlait et qu'on retrouve dans les machines à slushy chez Jupe, dans le collier de fleurs de la rescapée du drame de Gordy et dans les bonshommes gonflables. Des éléments visuels qui tournent en boucle et qui renvoient systématiquement au métatextuel, ce ruban de pellicule qui doit imprimer l'image, cet aspect qui matérialise littéralement l'alien dans le ciel, l'associant ainsi à la boîte de pellicule IMAX autant que les masques d'aliens, personnifiant ainsi le cinéma. Et tout ça revient à ce qu'on trouve finalement dans la gueule de l'alien, à la source de l'industrie, au bout du tunnel. On y trouve la toute première image de cinéma, le clip de Muybridge, qui lui aussi a ce format IMAX. Nope est réellement fait pour être vu en IMAX. Le voir autrement lui ferait perdre une partie de son sens en fait, ça serait comme voir Avatar mais pas en 3D. Et cette première image de cinéma se poursuit par la même image sur fond vert 145 ans plus tard, ce en quoi s'est transformée l'industrie, qui finalement en fin de compte n'a pas changé. Elle filme toujours un cheval de profil avec une caméra. Cet alien qui a une bouche au format IMAX, qui flash, semblant dévorer les gens en les prenant en photo, simule en fait parfaitement le fonctionnement en image par image d'une caméra de cinéma à pellicule. Exactement la même caméra IMAX à pellicule qui filme 24 images par seconde, qui est utilisée à la fois pour filmer Nope et pour filmer l'alien. Parce que la caméra utilisée pour filmer Nope est littéralement présente à l'écran dans la fiction, comme son titre est dit régulièrement par les personnages. Nope. 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 Renforçant l'aspect métatextuel, où ce qui se passe d'un côté de l'écran se passe de l'autre. Et ce fonctionnement en image par image qu'utilise l'alien pour consommer ses victimes double aussi l'apparatus de Muybridge, qui était en fait une série d'appareils photo
qu'on retrouve exactement dans cette ligne droite que doit faire O.J. avec chaque bonhomme qui tombe, comme chaque appareil photo se déclenchait devant le jockey de Muybridge. Surtout que la cabane devant laquelle passe O.J. à ce moment-là, aussi filmée en image par Holtz, est identique à l'original de Muybridge, avec ce toit incliné. Le puits qui prend la photo de l'alien, qui sera la toute dernière image du film, renvoie d'ailleurs de façon hyper explicite aux zoétropes, le tout premier mécanisme d'animation d'image avant le cinéma. Des zoétropes sur lesquels ont été évidemment imprimées les images de Muybridge. C'est l'origine du cinéma qui permet finalement de le faire progresser. À nouveau une boucle, un dispositif qu'il faut remonter avec une manivelle exactement comme on actionne la caméra IMAX du film. Une mise en scène de la verticalité dans ses antagonistes, ou c'est ce qui est au fond du trou qui va avoir raison de l'alien dans le ciel, lui aussi défini comme un trou circulaire béant. Une caméra contre une caméra, l'une en CGI qui aspire dans le ciel les amateurs d'Elevated Horror, et l'autre qui revient aux origines du cinéma, la photographie sur pellicule, comme un zoétrope qu'on active par exactement la même pièce que l'alien rejetait sur le père Heywood au début du film. Cette pièce qui a tué l'image du cavalier Muybridge, un autre jockey noir éliminé de son cheval. Une circularité mais absolue du récit et de l'histoire du cinéma, mêlant première et dernière image du film et du cinéma. Nope tente ainsi de balayer 145 ans de cinéma en un seul film, de proposer lui aussi sa boucle, comme il filme l'alien à la fois avec une caméra numérique 4K et une caméra des origines à manivelle, les deux présentes sur le même plan. On a ainsi une idée de la pellicule contre le numérique, où finalement, comme dans le film, le numérique peut disparaître en un instant, ou ne pas apparaître sur les écrans. Comme le cinéma en streaming, il est entièrement dépendant de la technologie. Alors que ce qui gagne à la fin, c'est la photo en Polaroid, en dur. Et pourtant, c'est une photo d'un être fait en numérique, qui interroge ainsi tout ce dispositif, et nous fait réfléchir, parce qu'après tout, comme les services de streaming, l'alien en image de synthèse est dans le cloud, littéralement. It's in the cloud. It's in the cloud. OJ! It's in the cloud! Jordan Peele développe ainsi l'idée que prendre une image peut être double, avoir un impact et durer, rester sur pellicule, comme à la toute fin, ou n'avoir aucune consistance et rester en tant que fichier numérique sur notre téléphone et rester oublié dans le cloud, invisible, un autre ballon qui peut exploser à tout moment. On a cette idée d'image omniprésente, de caméra orientée partout qui filment tout le temps, comme nos téléphones qui sont tout le temps braqués sur des accidents et sur des morts, mais qui finalement, en voulant tout filmer, ne filment rien. C'est une métaphore parfaite de la télé-réalité, cette espèce de filmage en continu qui est aussi creux qu'un ballon. Le film nous démontre qu'alors que nous allons de plus en plus vers le tout virtuel, la seule façon finalement de retrouver le sens originel du spectacle est à travers la fusion du numérique et de quelque chose de palpable, qui est littéralement ce qu'on voit au dernier plan, une image numérique imprimée en dur. Je trouve ça vraiment absolument fascinant. C'est un film fait sur pellicule qui parle de l'intérêt même de capturer quelque chose sur pellicule, sur le fait de redéfinir ce qu'est le spectacle dans une société où le public est saturé de spectacles, souvent réduit à des super-héros interchangeables qui se tapent dessus. Proposer une autre version, un autre type de spectacle où le public serait pas utilisé et vomi un peu plus loin une fois leur substance vitale digérée par l'industrie. Cette industrie qui nous surplombe depuis le ciel, ce grand écran de nuages sur lequel on projette notre inconscient, où les civilisations anciennes y projetaient leurs histoires, leurs mythes et leurs légendes à travers les constellations. And so the sky in itself became this spectacle of all spectacles. And how exciting that must have been to be in some prehistoric time, to go after a day of hunting, to go, huddle up, look, lay on your back, right, look at the sky. Ce ciel est le tout premier écran de cinéma, un endroit où les Grecs et les Romains y voyaient leurs dieux et leurs déesses dans les constellations. Le ciel a été l'un des premiers vecteurs d'histoire. Et le film y revient à travers ces personnages qui sont fascinés par le ciel, revenant ainsi à l'origine même des histoires, aux origines du spectacle et à l'origine du cinéma. Et justement, en parlant de l'origine des histoires, Jordan Peele a cité les films qui l'ont inspiré, King Kong, Jurassic Park, Le Magicien d'Oz, Signe et Rencontre du troisième type. Que des films qui, en filigrane, parlent tous de l'addiction au spectacle, ce qui est évidemment, on en parle depuis 1 heure, le thème majeur du film. Quand on y réfléchit, Jupe n'essaye même pas de dompter le spectacle en question. Il se contente juste de bâtir un spectacle autour de quelque chose sur lequel il n'a aucun contrôle. Dans les thèmes, c'est super proche de Jurassic Park en fait, où il est également question d'un imaginaire qu'on essaye de mettre en cage et qui finit par se retourner contre les spectateurs. It's all an illusion. When we have control again. You never had control. That's the illusion. Il y a ainsi un aspect très Spielbergien de la part de Jordan Peele. Bon, on l'a beaucoup rapproché à raison des Dents de la Mer, où on aurait remplacé la mer par le ciel, avec cette structure en 2 actes, un premier où l'animal attaque, et l'autre où on le pourchasse.
avec ce ruban de fanion qui reprend l'idée des bidons jaunes de Spielberg, les deux créatures finissant aussi dans une explosion. Et de la même façon que Spielberg a décidé de tourner son film en pleine mer pour pas flouer le spectateur, pour avoir un sentiment de réalisme, Jordan Peele a voulu tourner son film en décor naturel, dans de vastes plaines, un espace où, comme dans la mer, on ne peut pas se cacher. Et surtout situer son film en majorité de nuit, rendant son filmage absolument impossible. Parce qu'on peut juste pas faire un film tourné en pellicule, ce qui nécessite une grande quantité de lumière, de nuit dans des plaines de plusieurs kilomètres, en donnant l'impression de le voir avec nos yeux, qui sont la caméra la plus performante du monde. Donc, avec Hoyt van Hoytema, ils ont dû créer une technologie afin de pouvoir réaliser leur idée, quelque chose qui n'avait jamais été fait avant. Effectively, we combined two cameras, from which one camera would capture infrared light with a very narrow bandwidth, and one camera would capture 70mm film. And we would kind of overlay those images, so we approach very much the right relationship of lightness and darkness as your eyes will perceive during the night. Une technique qui depuis est utilisée de plus en plus largement à Hollywood, et ça vient d'une volonté artistique. Comme toujours, j'en parlais dans les épisodes sur Jurassic Park, James Cameron et Zemeckis, mais les avancées technologiques sont toujours motivées par une volonté artistique. Quand on n'a rien à raconter, on n'a rien à inventer en fait. Nope exploite donc l'espace, au sens propre et au figuré, avec la largeur du format IMAX, la largeur des plaines, du ciel, quelque chose de gigantesque, mais dans un film d'horreur, transformant ainsi en spectacle quelque chose qui s'est de plus en plus cloisonné au minuscule recoin sombre d'où va sortir le jumpscare. C'est un véritable tour de force que fait ici Jordan Peele en changeant drastiquement de perspective et en renouvelant fondamentalement le genre. Very early on, there's a very meta aspect to this film. This idea of capturing, how far can we go to capture this impossible, capture the impossible shot. And I came to Hoyt, one of the first things I think you asked me is the Holst character based on me? But he was very much, Hoyt became a guiding principle because I have a character whose job it is to capture the impossible shot in the film. Well, as well as that he's wearing my scarf in the movie. It's true. not entirely an accident. Les personnages vont en fait voir Holtz avec exactement les mêmes demandes que Jordan Peele qui allait voir Hoyt van Hoytema. According to American Cinema Magazine, you make the cinematically impossible possible. Le film est complètement méta et ne parle que de personnages qui ont exactement le même parcours que les cinéastes. Ou pour filmer ce spectacle absolu, ils utilisent de part et d'autre de l'écran une caméra IMAX pour donner ce rendu de spectacle. I asked Hoyt, if I came to you and said there's a UFO over my house from time to time, for posterity's sake, I want to capture a shot of it, I want to take it to Oprah, what would you use? What would be the perfect? He said, I would use IMAX. Et donc cet élément a été intégré dans et hors du film. On voit en fait au fur et à mesure de son déroulement sa propre conception. Quelque chose qui est complètement Spielbergien en fait et qu'on avait décortiqué dans Jurassic Park. Et franchement, avec tout ce qu'on vient de décrire, le méta, la politique, le symbolisme visuel, pour moi c'est le film le plus Spielbergien de ces 20 dernières années. J'ai l'impression de vraiment voir un héritage qui se transmet sous mes yeux. J'adore ça et j'ai vraiment hâte de voir le prochain. Et voilà. En vrai, vous devez avoir l'impression que j'arrive un peu après tout le monde avec ça. Mais j'ai écrit une grosse partie de ce texte en sortant de ma première projection de Nope en IMAX l'été dernier, avant qu'il y ait des pavés qui aient été écrits dessus. Mais il y avait tellement de choses à dire que j'arrivais pas à les faire correspondre entre elles. Et il m'a fallu du temps pour digérer le film, tout mettre en place. Donc j'espère que ça a fonctionné et que vous l'avez mieux compris. En vrai, je suis même pas sûr, après avoir bossé dessus une centaine d'heures, de l'avoir entièrement digéré. Mais en tout cas, ça me tenait à cœur parce qu'il n'y a pas que des films qui ont 20 ans qui méritent d'être analysés. On vit dans une période étrange, oui, mais on a quand même de la chance d'avoir de très très grands films encore. Donc chérissons le cinéma et la salle, et allez voir des films. Alors, comme d'habitude, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, surtout que l'épisode risque d'intéresser genre 15 personnes. Likez, commentez, abonnez-vous, et surtout n'hésitez pas à découvrir les autres analyses si ce n'est pas encore déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour un épisode qui devrait vraiment vous plaire, ça fait longtemps qu'on me le demande. Je vous laisse la surprise. Allez, à ciao, bisous.